Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir pourquoi le plafonnement des prix du pétrole russe par l'Union Européenne a des chances d'être un pétard mouillé, comment la Russie pourrait réagir à ce plafonnement des prix, et enfin le remodelage des relations internationales qu'il produit. Et c'est dans ce contexte tendu qu'intervient notre illustre partenaire, je parle bien sûr de Conflict of Nations. Conflict of Nations c'est un jeu de stratégie en temps réel qui se joue en ligne et qui est accessible gratuitement. Le but est très simple, vous choisissez un pays pour le mener dans un contexte de 3e guerre mondiale. Stratégie, opportunité, préparation, diplomatie ou militaire, tous les outils sont à votre disposition pour mener à bien votre puissance. Déployez vos unités pour contrôler la terre, les airs ou la mer, développez vos technologies, choisissez votre politique, déclarez la guerre ou forgez des alliances. Conflict of Nations est un jeu gratuit mais qualitatif avec une forte communauté. Les parties peuvent accueillir jusqu'à 128 joueurs et s'étendent sur plusieurs semaines. Un jeu qui s'axe sur le long terme et qui exige le meilleur des joueurs s'ils veulent parvenir à leur fin. Conflict of Nations est disponible sur PC ou smartphone. Pour commencer le jeu et obtenir 13 000 gold ainsi qu'un mois de contenu premium, cliquez sur le lien en description, l'offre ne sera valable que pendant 30 jours. On va parler de cette guerre économique qui se joue autour du pétrole entre l'Union Européenne et la Russie. Le secteur de l'énergie, en particulier le pétrole, il est essentiel pour le budget russe. Les revenus du pétrole brut et du gaz naturel représentaient environ 43% en moyenne des revenus annuels totaux du gouvernement entre 2011 et 2020. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'économie russe a un besoin urgent de stimulus économique, c'est-à-dire de grosses injections de liquidités de la part de l'État, tout d'abord car le pays doit soutenir un conflit majeur en Ukraine, dans sa périphérie, et son économie lutte à la fois contre les sanctions économiques, mais elle se remet aussi toujours de l'impact du Covid-19. La capacité de la Russie à fournir un tel stimulus provient donc des recettes fiscales, mais également des recettes provenant de l'extraction et de l'exportation des hydrocarbures, dont le pétrole. Le pétrole est donc un secteur clé de l'économie russe, et la logique du plafond de prix imposé par l'Union Européenne qui limite le prix du baril russe à 60 $, c'est donc de diminuer cette manne financière puisque la capacité de la Russie à fournir un stimulus économique et donc à se maintenir lui permet également de soutenir son opération militaire en Ukraine. Le plafond de prix, il impacte non seulement le pétrole en lui-même, mais tout le secteur adjacent, les armateurs, les assurances, la manutention, bref tout ce qui est lié de près ou de loin au transport du pétrole russe. Contrairement au prix du gaz naturel qui a augmenté ces derniers mois à l'approche de l'hiver, les prix mondiaux du pétrole, eux, ont baissé voire stagné, et ils se situent désormais dans la fourchette entre 80 et 85 $ le baril. Or, ce n'est pas ce qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est le prix du pétrole de l'Oural, qui est le principal pétrole d'exportation de la Russie, et qui a un prix légèrement inférieur au baril standard, puisqu'il est de qualité moins noble et moins demandé, étant donné le contexte depuis février 2022. Son prix actuel est aux alentours de 60 $ le baril Oural, donc presque comme le prix plafond imposé par l'Union Européenne. Mais la Russie, pour stimuler la demande, le vendait déjà à un prix bien inférieur que son prix marché, c'est-à-dire entre 20 et 40 $ le baril Oural selon le ministère de l'énergie russe. La majorité du pétrole russe à l'export n'est même pas touchée par ce prix plafond pour le moment. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Pologne ou encore les États baltes, qui sont les pays les plus radicaux contre la Russie au sein de l'Union Européenne, considèrent que le plafond proposé par la Commission européenne est trop généreux. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que l'Ukraine a, elle, demandé un plafond 2 fois plus bas. En revanche, le prix plafond, il peut toucher le pétrole ESPO, c'est-à-dire le pétrole qui est extrait dans l'Est sibérien et la région du Pacifique. Ce pétrole, il est meilleur que le pétrole de l'Oural et il se négocie autour du prix du baril de Brent. Mais ce pétrole-là, il ne représente de toute façon pas la majorité du pétrole russe et est dédié principalement à la Chine et l'Inde de par sa géographie, c'est-à-dire des pays qui ne pratiquent pas ce plafonnement des prix. On a parlé du problème sur la logistique, par exemple au niveau des assurances. Eh bien l'Inde, la Turquie, acceptent maintenant les assurances russes. Et la Chine devrait ou accepter les assurances russes ou développer ses propres services d'assurance. A savoir que l'Inde, la Turquie et la Chine sont maintenant les plus gros importateurs de pétrole russe cette année 2022. Alors cette décision de plafonnement des prix, elle est surtout prise par les pays de l'Union Européenne. L'Europe, c'était le marché le plus important pour les exportations d'énergie russe. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la Russie a exporté environ 4,7 millions de barils par jour en 2021, 2,4 millions en Europe, un peu plus de 50% donc de ses exportations de pétrole. Du côté de l'Europe, la Russie, elle fournit environ 20% du débit brut, mais certaines économies européennes dépendent plus du pétrole russe ou du brut en général que d'autres.
À l'échelle de l'Union européenne, 20% c'est donc beaucoup, mais ce n'est pas non plus énorme. À l'échelle de certains pays européens, en revanche, ceux-ci dépendent du pétrole russe plus que d'autres, principalement les pays baltes, la Finlande, la Pologne, la Slovaquie, la Tchéquie et la Hongrie, où en 2020, plus de 50% de leur pétrole était de provenance russe. Retenez cependant une chose, les prix sont plafonnés, mais les livraisons, elles, sont toujours autorisées. Même si la Russie a dit qu'elle ne livrera pas de pétrole aux pays qui pratiquent ce plafonnement, cela reste à voir dans les prochaines semaines et les prochains mois. Car le plafonnement, comme on l'a vu, il est déjà plus ou moins au prix du pétrole russe en réalité. Donc dans les faits, il ne sert pas à grand chose à l'instant T où je vous parle. Voire même, le plafond est 2 fois supérieur au prix bradé du pétrole de l'Oural. En plus, le plafonnement va être révisé tous les 2 mois pour s'adapter au marché et au contexte. Pour la faire courte, on est là vraiment dans une mesure bancale qui sonne le « en même temps ». Et ce que cherche à faire l'Union européenne, c'est un moyen de garantir que le plafond prive Moscou de sa capacité à financer son opération en Ukraine, mais pas trop non plus pour que la Russie continue de pomper du brut. En réalité, ni l'Union européenne ni la Russie n'ont intérêt à ce que les livraisons s'arrêtent, et c'est là la grande ambiguïté du plafonnement qui cherche à diminuer les recettes de la Russie sans pour autant éviter une pénurie de pétrole et donc une hausse des prix. Car si la Russie est incitée à moins produire de pétrole, l'offre à l'échelle mondiale va diminuer, donc les prix vont monter, donc cela affectera de toute façon le Brent à l'échelle mondiale, peu importe sa provenance, et donc cela risque d'enfoncer encore plus l'outil de production, et notamment l'outil de production européen, qui dépend également de cette ressource. Cette logique de l'Union européenne, elle suppose donc que la Russie voudra continuer à vendre son pétrole au marché européen, même après l'imposition d'un plafond sur le prix. Et je vous ai dit, il faut qu'on attende de voir la réaction ou non de la Russie dans les semaines ou dans les mois à venir. Cette décision, elle suppose également que la Russie souhaite maintenir de bonnes relations avec certains États membres de l'Union européenne, par exemple la Hongrie. Bien que cela puisse être le cas, la Russie pour le moment on ne peut pas deviner, et elle peut également avoir une toute autre stratégie en tête, et c'est ce que nous allons voir. La Russie, elle se prépare depuis un certain temps à des sanctions plus sévères. Sa première tâche a été de trouver des moyens de devenir moins dépendant des revenus pétroliers et gaziers. Sa deuxième était de reconsidérer la façon dont elle dépense ses ressources financières pour rendre ses dépenses plus efficaces. Le gouvernement a également introduit certains changements qui vont atténuer la douleur d'un plafonnement des prix et atténuent même la douleur des sanctions ou encore de la pandémie de Covid-19. Le changement le plus important à signaler, il porte sur l'utilisation des revenus excédentaires du pétrole et du gaz par la Russie. En 2018, une mesure fait que les revenus tirés des ventes de pétrole au-delà d'un certain prix sont directement utilisés pour acheter des devises étrangères afin de réapprovisionner le fonds de la richesse nationale de la Fédération de Russie, que nous appellerons ici FRN. Et il fallait que le FRN pèse 7% du PIB pour que le gouvernement russe puisse dépenser ensuite une partie de ses réserves. Tout simplement en fait, depuis 2018, la Russie se compose une immense réserve de devises qu'elle réservait pour les coups durs, comme ce qui se passe en ce moment. Après le début de son intervention militaire en Ukraine, la Russie a annoncé une suspension temporaire de cette règle. Et en novembre, le président russe Vladimir Poutine a promulgué un amendement au code budgétaire. Cet amendement, il anticipe 8 000 milliards de roubles de recettes pétrolières et gazières entre 2023 et 2025. Il prévoit également un déficit budgétaire de 2% du PIB en 2023 et de 1,4% en 2024 en raison de l'augmentation des dépenses pour absorber le plafonnement des prix, les sanctions et la pandémie précédente. Et le plus important, c'est que l'amendement autorise des dépenses de 2 900 milliards de roubles en provenance du FRN en 2023, c'est-à-dire environ 48 milliards d'euros, et de 1 600 milliards de roubles en 2024, c'est-à-dire environ 24 milliards d'euros. Pour amortir une partie de ces dépenses issues de la FRN, la Russie va également augmenter les taxes sur les exportations de ressources et potentiellement sur d'autres biens à l'export à l'avenir. Mais revenons à l'affaire du moment. Le prix plafond de 60 $ proposé par la Commission européenne n'est pas très éloigné des propres projections budgétaires du Kremlin pour l'année. En effet, si la Russie prévoit d'engranger 8 000 milliards de roubles de recettes en hydrocarbures entre 2023 et 2025, comme l'a affirmé Vladimir Poutine, eh bien la Russie devrait produire 9 à 10 millions de barils par jour, c'est-à-dire à peu de choses près sa production actuelle. Elle devrait vendre son pétrole entre 60 et 75 $ le baril. Et vous voyez donc qu'on n'est pas si loin que ça par rapport au prix plafond. Ainsi, même si un plafond est instauré,
elle peut continuer à vendre son pétrole aux clients européens sans procéder à des ajustements majeurs dans son budget, et cela sans même parler de la diversification de ses clients, puisque la Russie cherche progressivement elle aussi à remplacer le marché européen par le marché asiatique. On en a parlé dans notre vidéo sur l'Inde, on en a parlé dans notre vidéo sur la Chine, sur la Turquie, et régulièrement vous avez des pays d'Asie qui cherchent à acheter du pétrole russe. On assiste donc à un véritable remodelage du monde. Et c'est là un autre point à souligner avant de terminer cette vidéo. Vous avez dû voir la décision de l'OPEP. L'OPEP a pris la décision de coopérer avec la Russie et de maintenir les réductions de production de pétrole convenues déjà en octobre. Et cette décision reflète en réalité la façon dont les relations entre le leader de facto de l'OPEP, c'est-à-dire principalement l'Arabie Saoudite, et l'Occident se sont détériorées ces dernières années. Auparavant, face à l'imminence d'un choc d'approvisionnement du marché pétrolier, les dirigeants saoudiens, ils auraient probablement collaboré avec l'Occident, afin de maintenir la stabilité des approvisionnements mondiaux. Mais cette fois-ci, l'OPEP s'est publiquement aligné sur la Russie pour réduire la production et maintenir cette réduction. On assiste également à un remodelage à long terme du commerce mondial de l'énergie. Les grands producteurs de pétrole deviennent plus étroitement liés économiquement et politiquement aux consommateurs de pétrole qui ne sont pas occidentaux et qui sont principalement en Asie. D'un point de vue géopolitique, le résultat final c'est qu'on assiste à la perte de l'alignement des intérêts entre l'Occident et les principaux producteurs de pétrole. Cela signifie moins de coopération sur le marché de l'énergie, il va y avoir d'importants défis économiques qui en découleront, et notamment pour l'Union européenne. C'est un changement radical par rapport à la coopération américano-saoudienne et donc occidentale qui a existé pendant les 40 dernières années, et par découlement, il y aura également moins de coopération en matière de politique, voire même les sanctions, qui sont un outil géopolitique occidental contre la Russie, l'Iran, le Venezuela, etc., vont perdre progressivement de leur importance sur une bonne partie du monde. Et pour revenir à la Russie, sa stratégie lui permet d'atténuer les effets du plafonnement, mais elle ne remplacera pas bien sûr complètement les revenus pétroliers, qui pourraient être plus élevés. Encore une fois, c'est là de l'anticipation et il faut analyser différentes données qui arriveront dans les prochains mois. Mais ce qui est sûr, c'est que la Russie gagne du temps. Et à l'aide de ses réserves constituées depuis 2018, de ces amendements et de ces nouveaux canaux d'exportation vers l'Asie qui devraient remplacer petit à petit l'ancien marché européen, eh bien cela signifie que sur le conflit en Ukraine, la Russie n'est pas pressée de négocier la fin de la guerre. Elle dispose pour le moment de suffisamment de ressources pour résister aux moyens de pression occidentaux dans l'état actuel des choses, et les États membres de l'Union européenne ont eux-mêmes envisagé un plafond qui correspond en grande partie aux attentes en matière de prix du carburant par rapport à la Russie. On verra donc dans 2 mois comment le prix du plafond évoluera ou pas. En clair, cela ne change pas grand-chose pour le moment à l'équilibre des forces entre la Russie et l'Occident. On est au contraire toujours dans cette continuité d'un monde qui devient de plus en plus multipolaire. On s'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous pour votre fidélité. Pour nous soutenir, le moyen le plus simple, c'est de vous procurer notre revue géopolitique. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre canal Telegram où nous publions de brèves news et diverses analyses. Merci à tous et à la prochaine. Et encore merci au jeu de stratégie Conflict of Nations de sponsoriser cette vidéo. Le jeu est accessible gratuitement. Pour commencer le jeu et obtenir 13 000 gold ainsi qu'un mois de contenu premium, cliquez sur le lien en description. Ils soutiennent notre chaîne depuis maintenant plus d'1 an, alors un grand merci à eux et je vous dis à la prochaine.